putain, on se fait des angoisses dans tous les sens. C'est incroyable. On croit qu'on est prêt, on se chauffe depuis une demi-heure à se parler de conneries qu'on n'a pas enregistrées. Et là... La vie est une chienne. La vie est une salope. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle nous maltraite. Le problème, c'est qu'on n'est pas masochiste. Donc, on aimerait bien que ça s'arrête. Ouais. Et reprendre le contrôle de temps en temps. Ça me fait pas bonder. Hein. Écoute, je vais souffler un petit peu dans le huc. Elle est repartie. Merci, carte SD. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en bistouille. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Qui ne connaît pas la définition du mot bistouille. Eh ben justement, j'ai regardé. La bistouille, c'est un café à l'eau de vie. Alors c'est un vieux mot. Hein. Les mots en houille, d'après mes recherches que j'ai commencé à faire récemment, il y en a quand même beaucoup qui viennent genre de la Languedoc, de l'Occitan, des trucs un peu hérités à l'ancienne. Et donc la bistouille, c'était un café à l'eau de vie. Ça, c'est le genre de truc, je pense que ça s'est répandu par la campagne, tu vois, où il fallait se donner un petit coup de fouet le matin là, avant de partir au champ. Ah si. D'ailleurs, deuxième question. Oui. C'est quoi l'eau de vie? Ah, l'eau de vie, c'est un alcool. Alors, c'est un alcool extrêmement fort. Et pareil, alors ça, c'était la spécialité dans les fermes, c'était les gens faisaient leur propre alcool. À base de pommes de terre, c'est ça? C'est le truc, alors, l'eau de vie, je sais pas exactement si c'est à base de pommes de terre, je vérifierai. D'accord. Mais ouais, tu peux y estimer que oui, t'es sur un début de vodka, je sais pas avec quoi c'est fait exactement, mais c'est méga fort, genre, typiquement, ça doit aller de 60 à 70, enfin, c'est vraiment les trucs qui te défoncent, quoi. Et ouais, et en parlant de ça, je t'ai fait goûter quelque chose quand t'es arrivé. Oui. Je t'ai fait goûter du café aux champignons adaptogènes. Ouais, et là, je suis assis en face d'une très belle femme, maintenant. Oh, merci, mais et que me vaut Elodie, cet honneur. une idée que je me suis faite avec les champignons. On a dit adaptogène, pas hallucinogène. Ouais, hein. c'est dommage, mais enfin... Ça veut dire que tu t'es adapté à mon physique, pas que tu l'apprécies plus parce que tu as des visions. Mais merci beaucoup, j'accepte. Alors aujourd'hui, avec Mathieu, on va parler comme d'habitude autour d'un verbe. Et le verbe qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le verbe apprendre. Pour cette nouvelle année, on va aussi procéder un petit peu différemment. Je vais essayer d'enrichir un peu l'émission ou le fil de l'émission avec quelques thématiques. Rien de bien foufou, hein, c'est juste pour s'amuser, échanger un peu de lignes. On commencera toujours par les définitions, ça c'est un acquis. Et après je te dirai ce qu'on fait. On démarre par les définitions du verbe apprendre. Toujours prise dans le Larousse, hein, donc faudra m'excuser. 1. Acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Apprendre l'anglais. Ensuite, 2. Être informé de quelque chose qu'on ignorait. Je viens d'apprendre une nouvelle. 3. Enseigner à quelqu'un quelque chose, lui faire acquérir une connaissance. Il essayait de leur apprendre le dessin. 4. Communiquer une information à quelqu'un, lui faire savoir quelque chose. Il nous a appris qu'il avait réussi. Je vais m'arrêter là, il y en avait plusieurs autres, mais globalement, on voit bien, apprendre, enseigner et propager des nouvelles. Jusque-là, on est OK. La partie d'après, maintenant, on va aborder des expressions autour du verbe apprendre. Et on fera ça pour les autres verbes. D'accord. Si tout se passe bien, si on se prouve que ça marche. Alors il se trouve qu'autour du verbe apprendre, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai trouvé 3. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bon là, ça va être assez fastoche en fait. C'est de se dire, est-ce que tu les connais? Et là, je te parle pas parce que t'es anglophone de naissance, c'est pas ça la question, c'est que je pense que sur d'autres verbes, on aura des expressions un petit peu plus sioux. La première que j'ai trouvée, c'est apprendre par cœur. Oui. Bon, ça, on sait ce que ça veut dire. Ça t'arrive encore d'apprendre des choses par cœur? Oui. C'est ma façon de faire. La répétition jusqu'à l'infini, jusqu'à j'ai bien absorbé les infos. Mais pourquoi, par exemple? Quand je joue aux guitares, par exemple, là, le truc, c'est vraiment de faire de la répétition pour que je puisse le faire sans regarder la musique. Oui. C'est là, à ce moment-là, où je considère que j'ai appris la chose. Pas quand je peux le jouer en regardant la musique sans faire de faute. C'est sans faire de faute et sans devoir regarder. D'accord, ok. Et t'apprends par cœur juste en lisant et en fermant les yeux et en te remémorant, ou t'as d'autres techniques? Quand c'est pas de la musique, enfin avec la musique c'est de la répétition pratique systématique. Quand c'est un texte peut-être que je dois apprendre par cœur, par exemple pour des examens que j'ai dû passer dans les dernières années, je fais ça à l'écrit. Je répète, on dit 3 fois pour la mémoire courte et 5 fois pour la mémoire à long terme. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir parce que c'est pareil, j'ai un collègue qui a fait un stage genre au cours Simon et il leur donnait, alors il a fait un stage de 3 jours et pendant ce stage on leur donnait un petit texte à apprendre genre pour que le dernier jour ils puissent faire leur scénette.
Et il a demandé des conseils pour effectivement apprendre en 2 jours une scène, quoi. Et on lui a conseillé d'écrire, et d'écrire. Mhm. Et il se trouve que je l'ai fait, et ça marche pas mal en effet. Ouais, enfin, j'ai appris à parler français, notamment en écrivant, parce que j'avais des textes, des oraux, et normalement les oraux, t'es pas forcément censé les apprendre par cœur, t'es censé y aller avec un peu de spontanéité quand même, mais à l'époque c'était un lycée hyper bien préparé à tous les concours, etc. Du coup, on les écrivait en avance, peut-être 3 mois en avance, et on les apprenait par cœur. On était censé laisser un peu de place pour un peu d'innovation dans le moment, mais bon, zéro risque, non merci. Et du coup, j'ai appris en écrivant. Il y a toujours des trucs que j'ai écrits, des structures. Il y a toujours des phrases que je me répète lorsque je me demande quelle est la structure de la phrase que je veux prononcer. Ah, tellement c'est rigolo, ça. c'est inné maintenant. C'est marrant ça. Mais ce que tu dis pour les oraux, en fait, ça me fait penser à mon bac d'oral de français. Mhm. Qui était évidemment... Enfin, chaque texte était en fait préparé avec les profs, et je crois qu'on en avait 25. La première étape qui permet déjà de toute façon de travailler, c'est quand tu analyses le texte avec le prof et que tu prends tes notes. Normalement, si tu écoutes un minimum en prenant tes notes, déjà tu commences à t'imprégner un peu du truc. La deuxième étape qui m'avait pas mal sauvé, c'était de faire les fameuses fiches, dans lesquelles je mettais la base de la structure sans mettre les détails, et encore si en fait je pense que vraiment j'écrivais tout, mais en tout petit sur une fiche, quoi. Ouais. Et après, j'apprenais. Par contre, je les apprenais par cœur. Même si, comme tu dis, l'oral doit rester spontané. Enfin, tu sais que tu as quand même une structure d'analyse à dérouler. Et puis après, c'est tes mots, c'est tes phrases et telles que tu vas les construire. Mais toi, tu apprenais la structure des phrases. Donc, c'est encore c'est ça, une c'est la difficulté consolidation. supplémentaire. Oui. Et en plus, pour éviter d'avoir ce rythme monotone qu'on peut avoir lorsqu'on a appris quelque chose par cœur, je me suis enregistré et je l'écoutais comme une chanson, tu vois, avec toutes les bonnes intonations là où il fallait. Et du coup, là, quand je suis rentré, quand je suis allé faire mes oraux, c'était vraiment une question de je vais performer comme si je chante une chanson. Oui, mais la musique marche. La musique fonctionne bien. C'est pour ça qu'il y avait toutes ces modes à une époque où les gens écoutaient en dormant. Ils s'enregistraient à lire leurs cours et puis ils les écoutaient en dormant aussi. Est-ce que tu faisais partie de cette population-là? Non, j'ai jamais fait ça. Oui, moi, ça me fait toujours rire les gens qui cherchaient une façon de faire. Oui. Qui nécessitait le moindre d'implication possible. Tu vois, juste fais le truc. Quand t'es réveillé, ça ira plus vite. Limite, les gens qui se couchaient avec le texte en dessous de l'oreiller en espérant que par osmose ça rentre. Par infusion du matelas. Après, il y a une expression qui dit « apprendre sur le tas ». Tu la connais aussi, celle-là? Ah, ça, c'est en anglais « apprendre sur les pieds ». En live. C'est vrai? Oui. Comment on dit en anglais? Learning on your feet. Oui. Ça, je connaissais pas. Oui, c'est genre un cas pratique. Tu sais pas comment faire, mais tu te jettes dedans. Tu vas dire, je vais apprendre au fur et à mesure en faisant. Oui, c'est ça. Ah, génial. Et c'est drôle parce que cette expression-là, apprendre sur les pieds, je l'ai dit en français plusieurs fois les dernières semaines pour une raison qui m'échappe. Il n'y a pas de fil. Et à chaque fois, je savais que ça n'avait pas de sens pour la personne en face, mais je finis par expliquer, comme je viens de t'expliquer à toi, ce que je voulais dire par ça. Et du coup, c'était drôle que je connaissais pas cette expression-là sur le tas. Oui, c'est celle-ci, tu vois, que tu cherchais depuis des semaines. La vie est faite comme ça. Heureuse de t'avoir soulagée, écoute, c'est mon plaisir. C'est mon plaisir, my pleasure. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est apprendre à ses dépens. Ah là, ça je connais pas et j'ai même pas de... Alors apprendre à ses dépens, c'est, je sais pas, en fait c'est faire une erreur en faisant quelque chose. Et puis une fois que, je sais pas, tu fais une recette de cuisine, tu fais quelque chose, et puis ça marche pas, et tu goûtes et tu te rends compte que c'est vraiment pas bon. T'as appris à tes dépens que le beurre, si tu le fais cuire trop longtemps, ça brûle et ta viande sera pas bonne. Ah, apprendre de ses erreurs, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Qui est aussi une expression, du coup. Sinon, t'étais bon élève, toi? Oui. Enfin, j'essayais. C'était mon objectif ultime. Pendant toutes mes études, pas que au collège ou au lycée, mais aussi à la fac, j'avais le nez marron, comme on dirait. Je lâchais les culs. Ah. Putain. Parce que avoir le nez marron, c'est pareil, ça vient de l'anglais? Oui. Mais enfin, si on va faire une partie expression pour moi, il va falloir juste que je sorte les expressions. Mais fais-le, fais-le parce que déjà, je vais te dire, une personne qui sera tellement heureuse, c'est Steph. Il me l'a encore dit hier soir. Il m'a dit j'ai adoré l'épisode flippé parce qu'on en a appris sur le verbe flipper. Et il me dit mais en fait vous devriez profiter du fait que Mathieu soit bilingue pour aussi utiliser l'anglais et associer. Donc voilà. Et alors comment tu dis avoir le nez marron en anglais? C'est plutôt une accusation de dire you're a brown noser. Toujours le nez fourré dans le cul des profs. Mm-hmm. Oh génial.
Et c'est quand même dégueulasse parce qu'il y a plein d'expressions comme ça qu'on utilise et on réfléchit pas trop à ce qu'on dit en vrai. Là, tu es en train de dire, en fait, tellement t'as le nez dans le cul du prof que t'as ta merde sur ton nez. Ça, c'est chaud. C'est vraiment très imagé. Parce qu'en français, je pense qu'on se disait lèche-cul. Oui. Ce qui est la même chose. Mais t'as pas l'image, effectivement, du caca au bout du nez, quoi. Oui. Au pire, tu lèches des culs, mais t'es pas stigmatisé. Si tu t'en vas, on le sait pas. Oui. Un brown noser. Brown noser. Ça me rappelle aussi un de nos collègues de l'époque qui parlait d'une situation et qui a dit « Mais moi, non, moi, je ne lèche pas chez couilles. » C'est un étranger comme moi, tu vois. Ah oui. Mais il a juste confondu l'expression et on dit tous là en mode... ça marche pas. Pourquoi pas, d'ailleurs. Est-ce que tu masques un désir intime? Ouais, il y avait un truc un peu freudien dedans, peut-être, mais bon, voilà. Lécher le cul, lécher les couilles. Est-ce que tu t'es déjà fait punir à l'école? Formellement, non. Même pas d'heure de colle, pas de... En France, il y a une punition que la les gens répétition. Ouais. Les lignes. Ouais, vous dites les lignes aussi, lines, ouais. Lines, ouais. Non, vraiment pas, non. C'est vrai? Non, j'étais... Et pourtant, je fumais dans la cour de récré avec les autres et tout ça. Oui, mais je me suis jamais fait choper par quelqu'un qui avait envie de m'emmerder. Tu vois, il suffisait juste d'être sage quand il fallait être sage et de jouer avec les règles là. Voilà, et c'est ça que j'ai fait pendant toute ma scolarité. Ouais, alors, comme toi, j'étais vraiment... Alors, je faisais pas de la lèche au prof. Oui, on dit aussi faire de la lèche. Faire de la lèche. On faisait pas moi, je faisais pas spécialement de lèche au prof. J'ai pas l'impression, pas activement en tout cas. J'ai l'impression que cet épisode va être titré léché maintenant. Oui, change de verbe. C'est vrai qu'on peut changer encore d'autres. Mais on a toujours dit que ça pouvait partir en couille. Hein. Ouais. Je faisais pas spécialement de la lèche. Par contre, oui, clairement, j'étais en mode première de la classe, mais parce que voilà, bon, j'avais des bonnes notes, ça marchait bien, j'avais pas besoin de beaucoup travailler, ça tombait, c'était super, quoi. Et puis, après, mes profs en général m'aimaient bien, parce que j'étais sympa, juste, j'étais bavarde. Voilà. Bon, pas comme beaucoup d'enfants, surtout mes carnets, à la fin de l'année, c'était, on devrait se concentrer un peu plus, parle peut-être un petit peu trop. Mais c'était jamais dans la volonté de faire du mal ou de nuire aux profs ou à l'ambiance de la classe, jamais. Donc ça, c'était plutôt moi. Par contre, j'ai souvenir de 2 punitions qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'était en primaire. On fait un cours d'éducation civique. Et on nous demande d'apprendre, alors je sais plus si c'était les articles de la Constitution française, quelque chose comme ça. On nous demande de l'apprendre par cœur. Et arrive le jour du contrôle. Et je pense que je me le suis laissé engrainer, je sais plus par qui. Quelqu'un m'a donné une idée de comment tricher. Et j'ai tenté le coup. Peut-être par flemme d'apprendre, j'ai tenté le coup. Et la technique, elle est très facile et tout le monde la connaît. C'est d'écrire ton texte sur ta pochette et t'écris très fort au bic sur une feuille et ça inscrit le texte sur la pochette du dessous. Ta pochette dans laquelle tu mets tes autres cours. Ouais. Et du coup, tu viens avec ta pochette sur laquelle, en filigrane, en relief, tout est écrit en relief, et du coup, t'as plus qu'à écrire sur ta copie double à côté tout ce que t'es en train de lire sur ta pochette. Mais c'est tellement con que c'est intelligent, en fait. Mais je pense que je l'ai pas inventé là. J'ai aucun souvenir, mais je crois vraiment pas que j'ai inventé la méthode, on a dû me la dire. Sauf que, par contre, mon ânerie a été d'en parler. Ah, parce que oui, s'il y a une chose qu'Élodie va faire, c'est parler. Voilà, ça c'est le problème. J'ai encore parlé et j'ai encore trop parlé. Je sais plus si la personne, apparemment la personne voulait me nuire, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je lui avais fait? Si, mais je pense que j'avais souvent de trop bonnes notes en fait. Et là je m'étais mise à tricher. Donc là les gens se sont dit non, c'est intolérable. Cette personne n'a pas besoin de tricher. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi on nous vole nos méthodes? Donc on m'a vendu. D'accord. Et j'admets, en larmes sans doute. J'admets, oui, j'ai triché, voilà, bon. Et donc là, la prof, plutôt que de se dire, je te punis, t'as des lignes ou t'as 0, elle me dit, est-ce que tu veux le refaire? Je dis, oui. Et donc elle me met dans la pièce d'à côté, elle me donne aucune de mes affaires, elle me donne un stylo à elle, une feuille qu'elle choisit elle-même, elle me met dans la pièce d'à côté où il n'y avait rien, et elle me donne une demi-heure. Et j'ai tout réécrit. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà écrite 2 fois précédemment. Et j'ai eu 20. Alors que je crois, j'ai eu 20 à nouveau en fait. Donc bon, bref. Là j'ai appris. Tes camarades de classe qui trichaient de la même façon, en fait, toi tu avais toujours les meilleures notes. Même si eux ils trichaient en retraçant simplement les lettres. J'avais pas forcément les meilleures notes, n'allons quand même pas jusque là, mais j'avais pas besoin de beaucoup travailler ni de me prendre beaucoup la tête. Et puis des fois je travaillais quand même un petit peu, donc j'étais pas en galère de notes. Donc j'avais même pas besoin en fait de tricher cette fois-là. Ça c'est vrai, hein. Mais bon, on m'a vendu. Écoute, tu sais quoi, j'ai appris à mes dépens qu'il faut pas tricher. Et j'ai appris mon cours en l'écrivant 2 fois, donc j'ai quand même réussi mon examen. Trop bien. Et la deuxième punition, hyper mémorable, mais ça c'était vraiment un enfer. Tout va mal dans cette histoire.
Là, j'étais au collège. Et au collège, on avait des cours qu'on appelait 2MT. Le T, c'était pour technique. J'ai oublié les 2 autres lettres, les gens s'en souviendront sans doute. La techno. D'accord. Et alors en techno, tu pouvais faire vraiment des trucs, mais très très variés. Ça pouvait aller du dessin industriel, mon Dieu, que je détestais ça, à construire un petit truc avec une ampoule ou un truc qui fait bip pour faire du circuit intégré, et jusqu'à de la cuisine. Et donc, il se trouve que cette année-là, on nous fait faire de la cuisine, genre des truffes, des cookies, un gâteau marbré, bon bref. Donc en atelier, on était peut-être 3-4 autour d'une table, plusieurs tables, on nous donnait les ingrédients, on nous donnait les consignes, et petit à petit, chacune de nos tours, là, Et je tombe sur une table avec des meufs dont j'ai pas gardé un très bon souvenir au niveau du collège. Elles, c'était vraiment les meufs méga populaires qui se la pétaient de ouf. Et moi, j'étais vraiment pas ni dans cette ambiance, ni dans ce mood. Je pense qu'on a constitué notre groupe de force. Je vois pas pourquoi j'aurais fini avec elles. Elles m'auraient sans doute pas choisi. On me choisissait pas en sport, c'est pas pour me choisir en cuisine. Et je ne sais plus ce qui se passe pendant ce cours. Il y a un mini-drame, elle se chamaille à moitié. Je sais plus qui se chamaille. Franchement, j'ai oublié les événements, mais j'ai vraiment toujours pas souvenir d'avoir beaucoup contribué au problème qui s'est posé. Que ça se chamaille, la table bouge, et boum, je pense qu'on casse les œufs, ça tombe ou ça se renverse. Bref, donc une cata. Et donc on se prend des heures de colle. Toutes les 4, parce qu'on était à la même table et que la prof n'en a rien à foutre de chercher qui est le coupable, donc c'est la table qui prend. Je vais à ces heures de colle. Et là, ça a été un drame parce que donc je m'assieds dans cette salle avec cette fameuse prof de cuisine qui n'avait aucun cœur parce que je me rends compte, une fois assise, je crois que j'avais 2 heures, un truc comme ça. Au bout d'une heure, je me rends compte qu'en fait, je viens d'avoir mes règles. Et là, j'étais très jeune et bon, les premières règles, c'est un petit peu aléatoire, c'est un petit peu n'importe quoi. Et là, je crois que je lui ai demandé, je lui ai dit, excusez-moi, mais j'ai besoin de rentrer chez moi. Je pense que je lui ai dit en toute honnêteté et je lui ai dit que j'étais prête à refaire l'heure ou même les 2 heures, mais que là, il y avait un problème, quoi. Elle m'a pas laissé partir. Aïe. Ouais. Aujourd'hui, elle s'est fait virer pour ça, mais enfin... Je pense que j'en ai même pas fait un scandale chez moi, parce qu'il y avait pas spécialement la place, mais juste parce que, enfin, j'ai fait un scandale, pourquoi exactement, tu vois. Je savais même pas quelles pouvaient être les suites ou les conséquences ou ce que je pouvais en tirer, donc je me suis soumise bêtement à la loi de l'école et à la loi de cette prof qui était totalement arbitraire et décidée par elle-même. Mais c'est pas un très très bon souvenir. J'en ai pas non plus des stigmates à vie, Mais tu sais, quand je pense à l'école, je me dis, ah, celle-là, Madame Allard, elle est sans doute plus de ce monde. Et parfois, c'est mieux comme ça. Oh, ça me va. Écoute, c'est les événements tels qu'ils doivent se produire. D'ailleurs, juste pour continuer sur ce truc, je n'ai jamais eu de punition formelle. Ça m'arrivait de me faire engueuler. J'ai plusieurs souvenirs de ça, mais pas forcément du sujet, mais parce que ça m'a tellement gêné de me faire engueuler devant mes camarades que... Tu me connais, enfin, je suis rouge du visage naturellement. Il y a plusieurs photos de moi où je suis vraiment en mode betterave. Et il y a une photo qui existe toujours sur les réseaux dont je suis assez fier parce que c'est même pas moi. Oui, je vais te le donner. C'est même pas moi qui se faisais engueuler. C'était un autre camarade. Ça t'a fait ça? Ça t'a rendu c'était un gène de deuxième degré. Ah mon Dieu, quelle angoisse. Oh, moi, je suis vraiment comme un ballon rouge en me cachant derrière ma veste parce que j'avais pas forcément mal pour le connard qui était... Enfin, c'était pas un connard. L'histoire, c'est on faisait un octet. C'est 8 personnes qui chantent en même temps. On faisait l'octet et du coup 8 personnes, c'est une personne qui manque, c'est plus un octet. Et du coup il y avait quelqu'un qui avait juste décidé 5 minutes avant de la performance à Noël, du coup là ça doit être 10 ans, 11 ans. Merde. 11 ans presque exactement que ça s'est passé, il a juste décidé qu'il allait pas venir. Et du coup on n'avait pas de ténor. Merde. Voilà. Et du coup, il se faisait engueuler lors de la prochaine séance. Et d'où vient cette photo qu'on mettra forcément sur Instagram. C'est génial. Instagram. Ah ouais, faut qu'on la mette. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as eu cette réaction, alors qu'en réalité, l'engueulade était quand même un peu justifiée parce que quand tu fais faux bond à un groupe, alors que tout est prévu depuis fort longtemps et que le groupe compte sur toi et qu'en plus tu as un rôle que personne d'autre ne peut prendre, c'est la merde. Je crois que la gêne, si je me souviens bien, la partie gêne est venue du fait qu'il avait vraiment pas de défense, le gars. En fait, ça m'a gêné de voir quelqu'un coincé parce que moi-même, tu me coinces comme ça et j'ai vraiment rien à dire. Je suis humilié. L'engueulade était pour l'humilier devant tout le monde et j'étais humilié de sa part. Et je pense que ça l'a pas impacté autant que ça a impacté moi. Ouais, mais tu vois, c'est l'une des manières d'apprendre aussi ses responsabilités. Je dis pas après, tout dépend des propos qui ont été tenus à son égard. Ça dépend comment on l'a traité, s'il a été traité de nom d'oiseau ou de je ne sais quoi. Si le vocabulaire est resté sobre, mais qu'on lui a fait la morale et la leçon, ça va, c'est pas humiliant, c'est qu'on te fait une leçon, quoi. Et qu'on te la fasse devant tout le monde, c'est normal parce que tout le monde doit apprendre de ce genre de leçon. Ah putain, les gens vont encore me dire que je vote droite. Ouais. Non, mais c'était là. Si je me souviens bien, alors je crois que le prof s'était mis juste à poser la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et nous, on savait tous qu'elle était au bar en face.
Il était au bar en face de l'église. Mais du coup, quand t'as pas de réponse et tu dois juste regarder bêtement tes chaussures, si t'as un peu de nerfs quand même, tu regardes le prof dans les yeux et tu lui réponds pas. Ce qui est, je pense, peut-être la stratégie qu'avait adoptée vos camarades. Là, c'est quand même... Il y a juste un silence mort. C'est gênant. Et je peux pas saquer ça. Même aujourd'hui, si ça m'arrivait d'être dans une situation conflictuelle où il y a juste quelqu'un qui n'a vraiment pas un mot à dire pour sa défense, je suis gêné pour lui. Je ressens son humiliation. Je comprends. T'avais des matières préférées ? À l'école, français, bien évidemment. Oh. Sinon, on finit pas en France. Ah bah, ça peut arriver. Mais voilà. Français, alors, ça fait tellement longtemps maintenant, et tout est relatif parce que ça fait le plus longtemps pour toi. Je suis pas en train de dire que t'es une vieille connasse. Tout est relatif, mais quand je me dis que ça fait quand même 11 ans que Ah oui, d'accord. Que je suis parti de l'école, effectivement, ça me semble quand même dingue. Ouais. Désolé. Et que même là, les 2 dernières années, j'ai pas tous les matières non plus, j'ai juste des matières que j'ai choisies comme spécialisation. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est un truc qui m'est jamais arrivé de choisir à part, la 2e et la 3e option. Mais après, dans toutes mes études, j'ai jamais rien choisi en réalité. Ouais, les 2 ans de lycée, on choisit 4 matières pour la première année. Et si t'es extrêmement doué, tu gardes 4 pour la 2e. Mais là, je parle extrêmement doué. Sinon, tu descends, tu en fais que 3. Et du coup, 2e année, j'ai fait littérature anglaise, français et musique. Et dans ce que t'aimais pas, il y avait quoi ? Il y avait l'espagnol, non ? L'espagnol, j'ai pas touché avant d'aller à la fac. Ouais. Ça, je l'ai fait à la fac et ça figure dans les top 5 des matières que j'ai détestées. Oui, je m'en doutais. Mais ça, c'était plus... je tiens des propos envers l'Espagne, la langue espagnole et les Espagnols généralement. Pour la comédie de la chose, c'est 90% de la comédie. Et 10% une mauvaise expérience en Espagne, ou plusieurs mauvaises expériences en Espagne. Mais vraiment, ce qui m'a pas plu dans le fait d'étudier l'espagnol, c'était je parlais déjà un français fluide, disons. Ouais. Et du coup, là, on revient à une langue qui est extrêmement similaire, où tu peux, si tu veux, dire un mot en français, mais avec un petit accent. Voilà. C'est pas tout à fait faux. Mais tu ne connais pas forcément les structures de grammaire parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Et tu dois changer quelques petits trucs fondamentaux dans ta logique linguistique que tu as déjà en toi. Et du coup, c'est ça que j'ai insupporté, c'est de savoir sans savoir. Oui, je comprends. Et puis aussi, le fait, parce que ces techniques linguistiques, là, c'est comme, je sais pas, moi, de mettre un subjonctif après mientras ou... Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais en réalité, c'est juste... Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de frustration du fait d'avoir déjà fait tous les efforts pour apprendre le français, de te dire, pourquoi me casser le cul, redémarrer de zéro avec l'espagnol, alors que de toute façon, c'est pas tellement en Espagne que je vais aller finir ma vie. Voilà. Et aussi une question d'ego, parce que j'ai un ego et je suis prêt à dévouer maintenant que j'ai un ego qui est parfois très démesuré sur des choses, surtout sur la condescendance intellectuelle. Là, c'est moi qui me mettrais une pression pour faire un truc que je ne savais pas faire et que je ne pouvais pas faire sans apprendre moi-même. Bref. Et toi, tes matières préférées à l'école ? Alors, moi, j'aimais... quand je suis arrivée en terminale, j'ai adoré la philo. Mais j'ai adoré la philo parce que j'ai eu une excellente prof et qu'elle nous a donné des méthodes et des techniques que j'ai pu utiliser et appliquer avec succès. Mmh. Parce que évidemment, la philo, c'est un peu la roulette russe quand même, parce que tu peux apprendre tous tes cours et des tas de citations et des tas de philosophes, leur naissance, leur mort, etc. Si on t'apprend pas une méthode pour soit faire une dissertation, soit analyser un texte, tu vas toujours être foutu, quoi. Et cette prof, ce qui était rigolo, c'est qu'elle était ultra, très neutre physiquement. Elle avait le cheveu court, elle portait toujours du beige ou du marron, un peu à la mode 70s, mais 70s class, tu vois, comme dans les catalogues, et toujours avec peut-être éventuellement une frivolité, un collier avec des perles en bois, vraiment, elle était d'une autre dimension visuelle et elle était très, très mesurée dans ses intonations et elle nous a enseigné les stoïciens. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, elle le fait exprès ou quoi ? c'est elle qui décide du programme. Si on n'est pas mesuré en apprenant le stoïcisme. Mais oui, parce que c'est mettre la passion de côté, et c'était incroyable. Et elle nous a vraiment enseigné la méthode, en tout cas, elle nous a donné des conseils pour faire des dissertations et des conseils que j'ai appliqués systématiquement. Elle m'a jamais mis plus de 13, ce qui a été la meilleure note qu'elle ait jamais donnée de toute l'année. J'avais toujours 12 ou 13. Et au bac, j'ai eu 16, en coefficient 8. Donc, quelque part, elle m'a quand même apporté une méthodologie qui a fonctionné. C'était, le coup du plan, on va pas se dire, tout le monde le dit, introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion, c'est généralement le plan classique. Mais est-ce qu'elle te dise, le conseil qu'elle nous avait donné, elle, c'était de dire, l'intitulé qu'on vous pose pour votre dissertation, ça peut être
l'art est-il une naissance ou une renaissance ou une mort de l'âme ou de... J'en sais rien, tu vois, j'invente. Elle te disait, pour chaque intitulé, vous prenez chaque nom et vous en cherchez toutes les définitions que vous pouvez imaginer. Oui. Vous faites toute cette liste et grâce à toutes ces définitions, vous allez trouver un plan. Systématiquement, vous allez trouver un plan. Et vous cherchez. Et j'ai toujours fait ça a toujours marché. Et elle était super. Et ses cours étaient incroyables. Avant de démarrer le cours, elle nous écrivait le titre de la thématique au tableau. Elle nous donnait 10 minutes pour qu'on cherche des questions et qu'on les lui adresse. Elle répondait à tout et elle démarrait la réflexion à ce moment-là. Et après, elle déroulait le cours tel qu'elle l'avait construit sur les plusieurs séances. J'ai adoré. Oui. Parce qu'elle avait une méthode qui était imparable carré, et qui était formidable et qui m'a permis de me mettre à réfléchir un petit peu différemment, à chercher un peu différemment et à me questionner. Et ça, j'ai vraiment adoré. Oui, ça je suis... Quand tu racontais ton histoire, moi-même, je me disais, j'avais des profs comme ça aussi, qui posaient le cadre, tu savais exactement par où tu allais et comment tu allais faire pour y arriver. Et ça, j'ai toujours adoré. Et c'est pour ça que le français figurait dans mes matières préférées aussi, parce que on se posait pas la question de où est-ce qu'on va avec tout ça. La destination, tout le monde était au courant, on veut apprendre à parler français. Voilà. Oui. Par contre, en maths, quand tu passes d'une semaine d'algèbre, de Pythagore, et après tu passes à je ne sais pas quoi d'autre parce que j'en ai pas fait depuis mes 15 ans. Enfin, il n'y a pas de ligne directive. Oui. Ça peut aller jusqu'à l'infini, ce qui peut être très charmant aussi. Et le français, c'est pas que ça ne se termine jamais. Mais au bout d'un moment, tu peux te dire, bon... je peux me lancer. Ouais. Je saurais survivre comme ça. Et voilà. puis, de toute façon, les maths, il y a toujours ce concept de te dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je réutilise à part les additions, les soustractions, les multiplications pour aller faire mes courses et mon budget ? Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Et j'imagine qu'on pourra avoir des débats fondamentaux avec des tas de gens qui sont fascinés par les maths, qui sauraient tout à fait t'expliquer comment ça peut s'utiliser dans le quotidien, sans aller jusqu'à faire des paraboles, des hyperboles et des trucs comme ça. Mais bref, ça, après, c'est des combats que j'ai décidé de pas mener parce que c'est pareil, je peux pas entrer dans ce genre de avec débat. le temps et comment ma carrière s'est déroulée, là où je suis dans un poste maintenant qui est un peu plus... j'utilise beaucoup plus de maths que j'utilise mes compétences littéraires, par exemple. Je comprends maintenant le charme des maths parce que il y a un système, tu respectes le système et c'est le process par lequel tu passes pour trouver une réponse. Et ça, je comprends le calme que ça peut donner à quelqu'un, mais ça, c'est maintenant. À l'époque, lorsqu'on était à l'école et on était moins mature, si je ne savais pas à quoi ça servait, et je me souviens avoir posé la question plusieurs fois au prof de maths, et elle a dû me prendre pour un insolent. Un insolent parce qu'à l'époque, je me souviens qu'elle me donnait pas forcément des réponses très claires, ou elle n'appréciait pas trop la question. Mais genre Pythagore que je viens de citer là, je sais très bien qu'elle m'a répondu que c'était pour les jardiniers, pour qu'ils sachent comment faire pour faire la forme d'une pelouse. Mais s'il vous plaît. Non, mais pourquoi pas, parfait, mais elle t'a donné l'exemple d'un métier qui potentiellement t'aurait jamais concerné, donc voilà, oui. Ça ne peut mettre que plus de distance en fait quand on répond des choses pareilles. Et pourtant, elle a essayé, tu vois. Ouais. Mais c'est le même débat qu'un peu avec les grands classiques de la littérature. Quand on est au lycée, quand on est au collège, on n'est pas encore totalement fini, on n'est pas prêt à s'engouffrer dans du Zola. Nous, on nous a fait lire Germinal, je vais te dire la vérité, je l'ai même pas lu en entier. Alors, déjà, on nous a emmené voir le film, il sortait cette année-là avec Renaud. Donc bon, globalement, j'avais l'histoire. Et puis en plus, tu peux trouver... Alors, à l'époque, on n'utilisait pas tellement le web, parce que c'était encore vraiment un fœtus dans le monde de l'époque. Mais tu pouvais déjà trouver des petits bouquins, des petits fascicules dans lesquels on te donnait les grandes lignes et les premières analyses. Tout ça, ça existait déjà, donc tu pouvais te le fournir. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en lire des classiques, mais j'en ai envie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en le lisant, déjà, je vais pas m'ennuyer. Enfin, si je m'ennuie, je peux arrêter quand je veux parce que de toute façon, personne m'attend au tournant. Et puis voilà, et puis je vais sans doute m'intéresser au contenu. Bon, mais c'est un peu le même. Il y a un sujet de maturité. Et il y a donner du sens. Pourquoi on choisit certains livres ? J'ai envie de te dire, parfois, quand on te choisit un livre, plutôt que d'attendre 3-4 sessions d'analyse du bouquin et des chapitres pour te donner la conclusion et te dire en conclusion, Germinal, c'était quand même pour vous parler des combats des mineurs, la dureté de la vie et les syndicats et le sacrifice de l'humain, etc. Tous les axes de conclusion analytique, en réalité, faudrait les donner au début. Non pas pour écourter la chose, mais pour t'apporter le sens dès le début. Il faut qu'on vous apprenne aussi des notions et les voilà, ces notions qu'on va vous apprendre. Après, t'accroches les gens ou tu les accroches pas, ça dépend, ça peut tout à fait échouer également. Même au travail aujourd'hui, on a besoin d'avoir le cadre qui est posé. Quelqu'un nous dit
dise bah voilà le résultat que je veux à la fin, et si on veut faire un truc extrêmement développé, la version bon sang très bien c'est ça, et la version très bien c'est la version bien c'est autre chose, et de dire aussi qu'il y a une fin. Oui. Parce que dans l'étude de la littérature, et je me souviens lorsque j'étais ado, ça peut aller jusqu'à l'infini. Au bout d'un moment dans les études, il faut savoir dire j'ai fini de lire de la littérature secondaire, toute l'étude philosophique qui va accompagner mon analyse de ces livres-là. Il faut que j'arrête là. Et c'est pas parce que j'ai plus le temps et j'ai un jour pour écrire la dissertation qui accompagne, c'est juste de dire au fait là, c'est bon, j'ai assez saisi. Oui. Et en fait, il n'y a pas de fin dans la littérature comme il n'y a pas de fin dans le maths. C'est juste une question de qui gère quoi mieux, finalement. Oui, accepter d'aller explorer ce que tu as envie d'explorer, ce que tu as le temps d'explorer, et puis à un moment donné, tu exploreras peut-être autre chose que de la littérature, et c'est ok aussi, c'est super, quoi. Et moi non plus, j'ai fait des études supérieures de littérature française, et je pense que j'ai fini aucun des livres. Peut-être des livres modernes, mais les classiques, jamais. Ça me rassure. Stendhal, non. Zola, non plus. J'en ai lu un maintenant adulte. J'ai lu Au bonheur des dames. Le bonheur des dames. C'est celui-là que je n'ai pas fini. Effectivement, c'était celui-là qu'on a fait en dernière année. Et je me souviens avoir dit... là, je suis sur la 4e page sur les tissus. Et je n'en pouvais plus. Alors, le problème de Zola, c'est qu'il est très descriptif. Ouais. Mais par contre, c'est de la même manière que Proust est connu pour faire des phrases excessivement longues et tellement longues qu'à un moment donné, tu ne sais plus quel est ton sujet du verbe. Ouais. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé parce que j'ai commencé à en lire il y a peut-être 2 ans. Jamais fini. Il faudrait que je continue. J'ai un ami qui est extrêmement fin lecteur. Bonjour Nicolas. Et qui nous écoute. Et qui, lui, a lu Proust, mais par épisode, volontairement, parce que ce n'est pas si digeste que ça. Et oui, il y en a 8, non ? Il y en a 8 en plus, 7 ou 8, je ne sais plus, mais tu dois pas être loin du compte. Mais les phrases sont très longues et très complexes à comprendre. Et Zola, lui, on va dire, alors je sais pas si on peut dire de son défaut, ou c'est peut-être une qualité de savoir aussi bien le faire, parce que malgré tout, il le fait super bien. C'est les descriptions. J'ai pas lu Le Ventre de Paris, mais je pense que j'en ai lu des morceaux à l'école. Le Ventre de Paris, c'est pareil. C'était le marché des Halles. Le gars, il te décrit tout, des poissons aux légumes, aux fruits, les couleurs, les machins. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr et certain. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Ah, si, parmi les oraux que j'ai passés pour le bac français, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment de gêne parce qu'on a fait un extrait de Nana. Nana, alors, j'avoue, moi je connais plus trop le pitch, mais je pense que c'est une jeune fille qui devient un peu courtisane. C'est une prostituée qui finit par faire tomber l'église et le gouvernement parce que tous les hommes de pouvoir coucher avec elle, et elle avait une maladie, du coup elle propage partout dans Paris, et du coup c'est l'idée qu'elle a fait tomber la civilisation avec sa chatte. C'est génial, non mais c'est magnifique. Je me souviens qu'un prof me l'a décrit comme ça, je dis j'achète ce livre, je l'ai acheté, j'ai dû lire 2 chapitres, et je me suis dit c'est bon. Oui, c'est pas pareil, parce qu'il doit décrire quoi, sa chatte. Bref. Et c'est ça que le prof a dit. Il paraît qu'il compte les poils. Non mais attends. La scène de l'oral, c'était la scène où elle se met devant un miroir nu et elle analyse son corps. Donc on apprend toute la structure, comme je t'ai dit, les fiches, j'apprends tout machin, et donc je tombe sur ce texte et j'y vais. Et puis je commence, je fais mon analyse, et là j'étais en face d'un prof que moi j'avais pas et que je connaissais pas, mais qui était dans mon lycée. Un petit vieux, un peu gros, avec des lunettes, un peu gras, et puis il me dit « Mais surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce moment où cette femme découvre son corps nu dans un miroir ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?» J'étais tellement gênée. Quelle angoisse. Ça fait penser à... En effet, lorsqu'on fait des études comme ça, il faut savoir se lâcher et se débarrasser un peu de ce concept de hiérarchie et se dire, tiens, on va parler de l'art, donc il faut se mettre dans une posture d'artiste. Mais ça me fait penser du coup au film qu'on vient de regarder à la maison, qui est sur Canal là maintenant, Pas de vague, avec François Civil, qui n'est pas du tout crédible en tant que prof de littérature. Ah, j'ai vu le pitch. Ouais, il est trop beau pour être prof déjà. Désolé s'il y a des profs qui écoutent, qui se considéraient beaux avant. Qui nous envoient leurs photos, qu'on leur dise. Envoyez-moi un DM si vous êtes comme François Civil dans son petit pull. Et donc oui, il y a une partie du scandale, enfin pas pour spoiler, mais il y a un scandale avec une jeune étudiante qui dit qu'il lui fait des avances incongrues. C'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, qui dit qu'il y avait un autre élève dans la classe qui aurait interprété une rose comme étant le sexe d'une femme. Ouais. Et que le prof, il se fait taper sur la main parce qu'il dit, au fait, il y a tout cet environnement autour de vous qui est d'être un peu trop libéral pour un collège. Ouais. Je me dis, il a dit, je ne peux pas renoncer à une interprétation qui est tout à fait valable. Oui.
Mais en même temps, tu dis que oui, effectivement, il y a une ligne à ne pas franchir. Et ça te suit toujours dans les études de l'art et de l'histoire, enfin, et dans les arts. Oui, le sexe est une dimension. Le sexe, le genre, les représentations et les symboliques. Oui. C'est quasiment inévitable en littérature française et même dans l'art en général. L'un des tableaux, là, à l'origine du monde. Ouais. Il y a eu beaucoup de scandales, mais il y a... Enfin, pour le coup, on n'a jamais été assez hypocrite en France pour mettre de côté le fait qu'on a toujours eu des courtisanes et qu'il y a quand même des femmes qui en vivaient, qui se faisaient entretenir et qui tenaient salon quand même avec des gens qui venaient chez elles et qui avaient quand même très bonne réputation. Donc on n'a jamais été suffisamment hypocrite pour ça. Mais par contre, les mœurs sont... Je sais pas si les mœurs, on peut dire qu'elles ont vraiment changé, mais ça fait plus vraiment partie des traditions maintenant. Je veux dire, les femmes qui utilisent leur corps pour bien vivre aujourd'hui, c'est pas les femmes chez qui on va tenir salon. Donc on parle un peu de traditions qui ont l'air d'un autre siècle et qui le sont, mais du coup qui mettent un peu mal à l'aise parce que c'est plus tellement de la manière dont on interagit maintenant. Mais c'est intéressant, il faut le savoir, il faut presque le prendre pour son côté historique, j'ai envie de te dire. Oui, absolument, oui. Je raconte le film comme ça, j'ai pas vraiment de suite, mais ça m'a fait penser à ça. D'accord. S'il y avait une compétence que tu pouvais masteriser comme ça par magie maintenant. Le cunilingus. J'ai cherché un truc salé étonnant à dire, et voilà. Cuni, voilà, je vais masteriser un cuni. Ça ne me servira à rien, mais au moins je vais savoir que je peux le faire. Tu pourras donner des conseils à des collègues. Bah écoute, ça peut je vais faire dire à sortir... des potes, mais si, quelques potes aussi peut-être. J'en ai pas des masses qui veulent faire du cuni non plus. Voilà, vraiment dans mon cercle, ça ne sert à rien. Voilà, mais oui, même juste le fait de savoir que je peux être supérieur dans tous les sens à un homme hétérosexuel. Ah oui, donc ok. Ouais. Non. Enfin, le cuni, non, c'est pas trop ça. Et vas-y, toi, dis-moi, ça va m'inspirer. Je cherche aussi, c'est pas si facile que ça. Si. Mais j'aimerais avoir l'esprit plus pratique en termes de bricolage, des choses manuelles et un peu techniques. Moi, j'ai lâché un cunilingus et toi, tu as un mode bricolage. Ouais, je suis désolée. Bob le bricolo. En fait, je voudrais être Bob le bricolo. Non, mais parce que tu sais, je suis très premier degré. Moi, j'ai zéro humour. J'adore ça, mais j'en ai pas. Non, mais j'ai pas cherché de réponse rigolote, j'avoue. Qu'est-ce que ça pourrait être comme réponse rigolote ? Genre, tu me parlais d'une compétence que tu as tout à l'heure. Laquelle ? Regarder des vidéos dans un avion sans toucher ton téléphone. Putain, c'est vrai. Bon, allez, ouais. Ça, tu devrais l'apprendre aux gens pendant le podcast. Alors, moi, j'ai développé une compétence, je l'ai déjà, donc du coup, c'est bon, hein, ma vie est faite. Que personne d'autre n'a à ma connaissance, en tout cas, mes voisins dans les avions ne l'ont jamais démontré. Je suis capable d'installer mon téléphone pour regarder des vidéos pendant un vol sans le tenir. Waouh. C'est incroyable. C'est un talent. Les appuis-têtes sont jamais faits de la même façon. T'as le plateau, et puis après tu peux avoir des trucs avec des scratchs, des trucs avec un trou, avec une fente, avec un élastique, avec une pochette même parfois où ils mettent de la pub. Je trouve toujours un moyen pour installer mon téléphone et ne pas avoir à le tenir. Et voilà. C'est surtout que quand tu le tiens sur tes genoux, t'as t'as la tête penchée en avant, et je m'excuse, mais ça fait mal au cou. Moi, alors je veux installer mon téléphone à hauteur de mes yeux. La médecine du travail nous indique que c'est mieux. C'est la médecine du travail, hein. Allez, on passe aux citations. Oui. Alors prépare-toi, accroche-toi à ton chapeau parce qu'il va y avoir de tout. C'est vraiment, il y a à boire et à manger dans cette histoire. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Fuck off. À ton avis, c'est qui ? Socrate. Sénèque. Je pense pas que cette citation peut vraiment être associée à quelqu'un. Je sais pas. Genre, qui a dit Live, Love, Laugh ? Ah. Ça, c'était Pluton. Mon Dieu. Shakespeare. Non, Hitler. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. D'accord. Elle est connue celle-là. Oui. Et tu te souviens de qui c'est, supposément ? Non. Confucius. Hein ? Tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer un ordinateur parce que ça vous apprend à penser. Jesus Christ. Hitler. Programmer un ordinateur par Hitler. Son plus beau roman après Mein Kampf. Alors, c'est qui ? C'est Steve Jobs. Oh. Ah, c'était lui ou Bill Gates, apparemment. Oui, il y en a qu'un qui peut maintenant se défendre, donc... Ouais, c'est clair. Savoir étant sublime, apprendre sera doux. Alors, ça, c'est en français. Ouais.
Parce que c'est tellement bien écrit, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et c'est un immense auteur. Je crois que c'est l'un des derniers à avoir eu des funérailles nationales. Michel Houellebecq. Je savais pas qu'il était mort. Non, alors celui dont on parle, il a pas fait de porno par contre. À ma connaissance, il a dû en faire, mais il l'a pas filmé. D'auteur qui n'a pas fait de porno. Hein. Non, mais je pense qu'il en a fait, mais il l'a pas filmé. C'était Victor Hugo. Il a pas fait de porno. Oui, pas. Il l'a pas filmé. Il l'aurait fait. Oui. Ça c'est sûr. Toi, tu peux apprendre. Moi, je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient, Tony ? Le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Alors, je sais Allez, pas. c'est Tony Montana dans Scarface. Oh, Jesus Christ. J'ai honte, je l'ai toujours pas vu. Moi non plus. Ouais, mais ça, c'est... J'allais mettre ça sur le dos de la différence générationnelle entre nous, que j'aime bien signaler à qu'est-ce que toute tu me opportunité. fais chier, toi, ça commence à bien faire, cette histoire de génération, hein. On va pas pouvoir tout mettre sur ce compte-là. There's so much I can take, monsieur. Pacifié maintenant. Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. Einstein. Encore, j'ai des doutes là, Elodie. Hein. Il va falloir vraiment que tu fasses une étude sur la véracité de ces informations. J'ai pas le temps. Déjà, j'ai pris le temps de les chercher. Ouais. Il faut apprendre à aimer. S'aimer d'abord soi-même pour pouvoir aimer les autres. Il s'appelle comment déjà le mec du livre dont tu as parlé, que tu m'as aussi offert une copie, l'Indien Chopra. Deepak Chopra. Non, là, c'est Jean-Claude Van Damme. Je sais même pas qui c'est. Mais non. Est-ce que j'ose te dire, est-ce que c'est une différence Bon, laisse tomber. Intellectuel ou Jean-Claude Van Damme, c'est un acteur. Il est belge. Il a atterri aux États-Unis. Il a fucké des films d'action dans lesquels, parce qu'en plus, il fait du karaté. C'est un master en karaté. C'est celui qui fait toujours le grand écart comme ça, là. Jackie Chan? Ben non, Jean-Claude Van Damme, le belge. Pas le... Oh là là. Bon, attends. La phrase d'après, elle va m'aider. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Ah bah ça, c'est Jackie Chan. Non, ça c'est le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Et j'adore cette phrase au demeurant. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. C'est génial comme phrase. Je vais me la faire tatouer. C'est une très bonne excuse de glander et de ne rien faire, oui. Mais d'être actif en glandant. Ouais, moi je cherche toujours une et raison de pas d'être trop se actif fatiguer en glandant. travaillant. Enfin, c'est génial comme phrase, non ? Moi, je trouve super. Mieux vaudrait apprendre à faire l'amour correctement que de s'abrutir sur un livre d'histoire. Voilà, comme je disais, cunilingus. Voilà, c'est Boris Vian qui te propose d'apprendre à faire des cunilingus. Maurice qui ? Boris Vian. C'est un auteur français. Ok. Ils sont d'une outrecuidance inouïe, ces Anglais, mais je ne les admire pas moins. Nous avons beaucoup à apprendre à cet égard. On en a parlé tout à l'heure. Tu vas pas être déçu. On en a parlé tout à l'heure, alors on n'a pas parlé de Maréchal Pétain. C'est Hitler. J'étais pas loin. Alors... Marine Le Pen. Ah mon Dieu, ah oui. Attends, c'est quoi Jeanne d'Arc. Allez, la dernière, qui va très très bien conclure cette enfilade. La vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Hitler ? Oscar Wilde. Ah ouais. Donc, c'est un confrère. Bah oui. Oui. Voilà, on a fait le tour des citations que j'ai trouvées. En parlant d'Oscar Wilde, est-ce que tu ne trouves pas que l'Irlande fait quand même les meilleurs PD ? Alors attends, je suis en train de les chercher dans ma tête. Alors, il y a moi, déjà. Oui. Il y a Oscar Wilde. Il y a Graham Norton. Je sais pas qui c'est. Si, il fait tous les talk shows. C'est le mec qui fait les talk shows avec les stars. Ah oui, bah je savais pas ni qu'il était gay, ni qu'il était irlandais. Je savais pas qu'il était gay. Il faudrait que tu fasses un peu plus attention à lui, quand même. Putain. Quand même. Ouais, je suis plutôt content. Je suis bien entouré. Et pour conclure, t'as entendu parler de cette anecdote d'une prof qui donnait cours dans sa classe, là. Je sais plus exactement quel était le thème de sa leçon, mais elle questionne les gens et elle questionne un enfant qui, dans sa réponse, utilise le mot nyctalope. Et elle l'a très mal pris, elle l'a foutu, elle l'a viré. Tu sais ce que ça veut dire, nyctalope ? Parce qu'elle, apparemment, elle savait pas. Moi, j'ai appris ça, je sais exactement quel âge j'avais. J'avais 30 ans. Je sais exactement quel soir j'ai appris ce mot parce qu'il m'a marqué. D'accord. Parce qu'il est génial, ce mot. Nyctalope, c'est en fait, globalement, très, qui voit dans le noir. Comme les chats. Les chats sont nyctalopes. Ah. Et j'ai adoré ce mot. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment cristallisé le jour où je l'ai appris. Parce que il est incroyable, ce mot. Et effectivement, il rime avec salope. Et franchement, je sais pas ce qu'elle a entendu, mais elle l'a hyper mal pris, alors que le gosse, le pauvre, il était juste en train de restituer un petit peu de culture, tu vois, et il s'est fait tège, direct. Je vais essayer de l'utiliser dans une phrase cette semaine. Ah oui, bah surtout que t'as un chat à la maison en pension.
tu peux faire un cours à ton mec. Alors là, je vais te donner 2 mots super. Tu vas l'impressionner. D'accord. Tu vas lui dire, tu savais que les chats étaient nyctalopes ? Premièrement. Et deuxièmement, tu peux lui dire, tu savais que le pelage des chats était notamment composé de vibrisses ? Les vibrisses sont les poils qui sont les plus longs dans la fourrure, si je me souviens bien. Parce qu'en fait, les chats se déplacent dans le noir notamment. Alors, ils y voient un petit peu mieux que nous, mais pas que. Ils se déplacent aussi par sensation, ils ressentent l'air qui circule autour d'eux. Et ils savent localiser des objets aussi par rapport au mouvement de l'air autour des objets. Radar autour d'eux, quoi. Ben, c'est ces poils-là qui les aident à faire ça. D'accord. Les vibrisses et les chats sont nyctalopes. D'accord. C'est très drôle parce que là, je viens d'apprendre 2 mots je vais dire intellectuels, mais qui ont une valeur que je peux ressortir là. dans une situation sophistiquée, disons. Oui. Et impressionner les gens. Juste pour faire la comparaison, cette semaine, ma chef, pendant mon one-to-one, a éclaté de rire qui a dit « Attends, je vais t'apprendre une nouvelle expression. » Et du coup, entre ces rires, elle a pu me prononcer et m'apprendre l'expression comme un P sur une toile serrée. Je te l'avais pas déjà apprise, celle-là ? Alors, j'avais pas l'impression que c'était la première fois que je l'ai entendue. Ouais. Parce que moi, j'utilise la version beaucoup plus sophistiquée comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Oui, ah là, c'est que trop j'ai mignon. une fois mal interprété devant ma psy en disant comme de l'eau sur les plumes d'un connard. Et du coup, elle m'a chopé direct. C'est qui le connard ? C'est vous le connard ? Oh oui, madame, toujours. Mais voilà, oui, j'ai appris cette expression-là. Et du coup, voilà, en une semaine, plusieurs choses peuvent nous arriver. J'adore cette expression. Mais tu sais ce qu'elle veut dire, du coup ? Ouais. Ça Pas passe. comme de l'eau sur les plumes d'un canard, crème. finalement. Ouais. Oui. On a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je crois, oui. Merci Mathieu. Merci, Elodie. À bientôt pour un nouvel bientôt. épisode ensemble. À bientôt et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui encore. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Music, sur Podcast Addict et même sur d'autres plateformes que je connais pas bien, mais dans les stats, je les ai vues donc elles existent. Et puis on a aussi notre Instagram, @verbouille. Vous pouvez nous y suivre et nous commenter, nous poster vos anecdotes. Likez-nous, suivez-nous, partagez avec vos amis si vous pensez que ça peut plaire. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous! Au revoir.